Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. Le secteur privé, le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, en a fait un acteur clé du développement. Il joue un rôle prépondérant dans l'économie togolaise. Le secteur privé comme moteur de la croissance économique, un dossier à suivre dans un instant. Également dans ce journal, la 7e édition du Salon international des grandes écoles de l'entrepreneuriat et des métiers. Un rendez-vous du donner et du recevoir avec en toile de fond une formation de qualité comme gage de compétences des jeunes. Et puis, l'exploitation illicite des programmes audiovisuels. Les discussions se sont poursuivies ce mercredi afin de trouver des approches de solutions pour y mettre un terme. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. D'abord, le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, a échangé ce jour avec le général Michael Langlais, commandant d'Africom, commandement des États-Unis pour l'Afrique. Les discussions ont porté sur des sujets d'ordre sécuritaire, la coopération militaire entre les États-Unis et le Togo, le soutien des États-Unis dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Togo et en Afrique. Nous vous proposons d'écouter le général Michael Langlais à sa sortie d'audience. Today I had the honor of speaking. J'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir une discussion avec le président de Togo. Aujourd'hui, nous avons discuté des valeurs partagées que nous avons, les valeurs de stabilité, les valeurs de sécurité, les valeurs de prospérité. Et nous avons également discuté de comment nous pouvons renforcer notre collaboration dans le cadre des partenariats que nous avons déjà avec le Togo et d'autres programmes de partenariat que nous avons. Nous avons également discuté du secteur maritime, ce que le travail excellent que le Togo fait au niveau de sa côte et comment nous pouvons appuyer le Togo à étendre sa capacité au niveau de sa côte maritime. Nous avons également discuté des questions de sécurité, la pression qui est exercée sur la frontière nord du Togo avec les menaces de l'extrémisme violent. Nous avons discuté des approches régionales pour pouvoir renforcer et consolider la situation dans la sous-région. Nous avons discuté et échangé les expériences et les pratiques pour pouvoir aider à renforcer la relation entre nos deux pays. Experience and deep conversations as we expand our partnerships and deepen our relations. Le secteur privé, principale source de création et d'accumulation de richesses, le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, en a fait un acteur majeur du développement. Il joue un rôle crucial à travers l'entrepreneuriat et l'investissement pour le développement comme moteur de la croissance économique et dans la création d'emplois. Ulrich Amiga nous en dit plus. Entre l'État togolais et le secteur privé, c'est un partenariat qui se poursuit et se renforce de jour en jour. Raison de la création en avril 2022 d'une unité de partenariat public-privé. Une volonté du président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, pour mieux encadrer la cooptation des acteurs privés dans la stratégie de développement du pays. Le secteur privé qui a d'ailleurs été un acteur important dans la réussite du plan national de développement 2018-2022. Un programme quinquennal pour lequel il a été appelé à contribuer à hauteur de 65% des 4 622 milliards de francs CFA. Sa contribution à la bonne marche des projets et programmes a toujours été reconnue par le chef de l'État, qu'il a d'ailleurs rappelé lors du sommet de l'Africa 50 à Lomé. Les financements privés, que j'appelle de mes vœux, doivent entrer dans le cadre global de nos politiques de développement. L'accompagnement des fonds publics par les financements privés doit devenir plus fréquent. Ce n'est pas seulement un impératif budgétaire, c'est aussi un atout en matière de résilience. C'est ce que montrent par exemple les réseaux Internet qui ont été très largement développés par des opérateurs privés, ce qui explique aujourd'hui l'extrême résilience de ces infrastructures. C'est donc dans ce partenariat fécond, autour de nouvelles politiques industrielles, que l'implication du secteur privé dans les infrastructures se construira en bonne intelligence avec les responsables publics concernés.
Conformément à la politique ambitieuse du président de la République, le gouvernement cède une partie de ses actifs au secteur privé en vue d'augmenter leur rentabilité, optimiser l'efficacité du secteur dans la gestion et l'exploitation de ces entreprises. La détention des participations totales, majoritaires ou minoritaires dans 55 entreprises, le démontre. La Lonato, la CET, le port autonome de Lomé, l'UTB, Sotral, Togo Invest, les hôtels Sarakawa et Kara, entre autres, en sont illustratives. Ce qui a permis à l'État d'enregistrer une augmentation des dividendes de 6% en 2022. Ils ont atteint 15,5 milliards de francs CFA contre 14,6 milliards en 2021, alors que la loi de finances prévoyait des dividendes à 19,75 milliards de francs CFA. Ce qui n'est tout de même pas à déprécier. Les dividendes représentent une part importante des recettes non fiscales de l'État. Le pouvoir public compte mettre sur pied une stratégie efficace pour capitaliser sur ses participations financières et atteindre les objectifs de dividendes fixés à 21,8 milliards de francs CFA en 2023. Nous l'annoncions en titre, l'ouverture ce mardi à Lomé du Salon international des grandes écoles de l'entrepreneuriat et des métiers. La 7e édition axée sur une formation de qualité comme gage de compétences des jeunes. Une vitrine d'exposition des acteurs et professionnels de la formation supérieure et de l'éducation en faveur des étudiants. Diane Fofoué, Sandra Aziabé. Bienvenue au pavillon Oti où une multitude de stands accueillent les différentes écoles de la capitale venues ici pour présenter leurs formations, filières et spécialités. Nous sommes à la 7e édition du Salon international des grandes écoles de l'entrepreneuriat et des métiers. Parmi les participants, l'Agence Éducation Développement se distingue en tant que pilote des instituts de formation en aquaculture et développement. Nous allons expliquer les perspectives d'évolution pour les jeunes qui s'inscrivent pour ces formations, leurs possibilités d'insertion. Une chose est de faire une formation, mais une chose aussi est de finir une formation et de pouvoir s'insérer. Le but serait pour nous de pouvoir permettre une information plus facile à nos jeunes bacheliers qui souhaitent ou qui ne sont pas encore décidés sur quelle filière choisir. Pourquoi choisir? Quelles sont les ouvertures professionnelles possibles après le cursus de la licence ou du master? Ce cadre offre une opportunité unique aux jeunes bacheliers et étudiants qui souhaitent prendre en main leur avenir. C'est également une occasion pour eux de résoudre le délicat problème du choix de leur filière. Aujourd'hui, les universités, les écoles, les centres de formation doivent pouvoir faire des efforts pour s'approprier certaines normes, certains labels, afin de pouvoir participer à la construction de la compétence de ces jeunes. Une trentaine d'acteurs de l'éducation tels que des centres de formation, des universités et des écoles sont présents à ce salon. Cette édition se veut innovante, axée sur la qualité de l'enseignement dispensé. Nous avons associé le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. Et nous avons remarqué un intérêt, un engouement des jeunes bacheliers autour de ce stand. Le trafic que ce stand a généré nous a permis de dire qu'il faut aller à un autre niveau. Et c'est en cela que nous sommes dit que nous allons organiser cette année un panel sur l'orientation. L'orientation scolaire et universitaire, la qualité de la formation, les métiers et l'entrepreneuriat, ainsi que les opportunités de bourse seront les sujets qui nourriront les différents panels et discussions de cette 7e édition du Salon international des grandes écoles de l'entrepreneuriat et des métiers étalé sur 5 jours. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d'éducation et de carrière. À retenir également de ce journal la rencontre des membres du bureau directeur du groupement national des entrepreneurs des bâtiments et travaux publics. Ils réfléchissent sur la situation de leur secteur afin d'améliorer leurs prestations de services. Issaka Aruna. Ils sont un maillon essentiel dans la modernisation du Togo. Malgré leur volonté de soutenir la dynamique gouvernementale de reconstruction des infrastructures, ces professionnels des BTP font face à certaines difficultés, à la fois structurelles et financières. Parmi les conséquences de ce problème, on retrouve le non-respect des délais d'exécution des projets. Pour remédier à ces obstacles,
Ils ont échangé leurs idées, réfléchi ensemble et cherché activement des solutions durant cet événement. La facilité d'avoir des accompagnements fiables avec les institutions bancaires, ça constitue une difficulté. La deuxième difficulté, c'est de pouvoir payer rapidement les entreprises au moment où il faut le faire. Donc c'est tous ces aspects-là qui font que très souvent, nous accusons un retard sur les délais. Sans l'efficacité, l'organisation des entreprises, on ne pourra pas relever le défi attendu par le gouvernement. Nous avons accepté aujourd'hui de faire l'autocritique, analyser ce problème et voir ce qui nous incombe de notre part pour pouvoir y remédier. C'est vrai que toutes les responsabilités ne sont pas à donner aux entreprises, mais nous avons nos responsabilités. Ces échanges ont donné naissance à un engagement renouvelé de la part des entrepreneurs du BTP qui sont désormais déterminés à jouer pleinement leur rôle dans la réalisation des ouvrages. Ils souhaitent ainsi devenir un maillon indispensable pour le rayonnement de leur secteur et pour la réussite de la modernisation du Togo. À partir d'aujourd'hui, nous avons décidé de conjuguer tous nos efforts pour rester dans le délai. Et ensuite aussi, nous allons voir un volet avec nos relations avec les institutions financières. On ne veut plus des chantiers qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans pour un délai de 3 mois. Notre objectif, c'est d'assainir notre métier. Donc nous allons arriver également aussi à la classification. Nous sommes en train de mettre des structures dans chaque région et également dans chaque préfecture. Et toutes les entreprises qui ne respectent pas les délais, nous serons nous-mêmes d'abord les gendarmes, avant que les maîtres d'ouvrage ne se lèvent. Au cours de cette rencontre, plusieurs autres thématiques cruciales ont été abordées, telles que les offres financières, la qualité des ouvrages et la gestion du stress. Deuxième et dernier jour du séminaire sur l'exploitation illicite des programmes audiovisuels, les réflexions ont donné lieu à des approches de solutions aussi bien au niveau des institutions que des fournisseurs d'accès Internet et des diffuseurs de contenu. Marie-Ange Bida. Au pupitre, institutions, diffuseurs de contenu audiovisuel, fournisseurs d'accès Internet se succèdent. Chacun partage avec l'assistance sa stratégie de lutte contre l'exploitation illicite des programmes audiovisuels. Plusieurs solutions sont envisagées. La solution qu'on a présentée aujourd'hui, c'est une solution automatisée de blocage d'adresse IP. Cette solution, elle a 2 avantages. Le premier, c'est que le blocage d'une adresse IP, c'est un réel blocage, c'est-à-dire qu'on bloque l'accès. Même quelqu'un qui a le nom ou l'adresse du site pirate avec l'adresse IP, qui essaye d'y accéder, elle sera bloquée. L'autre avantage, c'est que ce blocage, il est fait de façon automatique et dynamique. Un des partenaires du projet est en train de mettre en place une plateforme qui va fournir une liste d'adresses IP que nous allons introduire dans nos routeurs pour bloquer l'utilisation de ces sites illégaux-là. Donc nous allons mettre en place simplement des dispositifs techniques qui vont nous permettre de filtrer ces contenus-là. Avec bien entendu l'appui des autorités judiciaires et administratives. Des solutions existent aussi sur le plan juridique. La loi prévoit des sanctions civiles et pénales. Elles vont de l'amende à l'emprisonnement de tout auteur de piraterie. Des peines d'emprisonnement allant de 3 à 5 ans d'emprisonnement et de fortes amendes allant jusqu'à 50 millions de francs CFA et la confiscation de leur matériel de piratage. Au-delà de ces sanctions, il y a aussi la possibilité qu'offre la loi au juge ou à l'autorité administrative compétente d'ordonner des mesures pour suspendre. Avant d'en arriver là, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication continue de sensibiliser et les auteurs de ces délits et les populations. Les prestataires de services sont appelés à mieux se protéger. Les diffuseurs comme Canal+ ou News devraient se doter eux-mêmes d'un certain nombre de dispositifs techniques pour éviter que les gens ne les piratent. Je crois que ça aussi, il faut prendre des dispositions là-dessus. Je ne doute pas qu'il y a des initiatives, mais je pense que de plus en plus, il doit être possible de pouvoir faire en sorte qu'on évite
de se faire pirater. L'écosystème médiatique est le plus affecté par le piratage des contenus audiovisuels. Tous les acteurs de la chaîne sont invités à faire front commun. L'une des pistes pour pouvoir éradiquer le mal, c'est sans doute la collaboration des différents acteurs du secteur. Alors, on parle ici des différents régulateurs, que ce soit l'ARCEP, l'ARAC, on parle ici des diffuseurs, on parle de la justice, on parle également de l'État. Et puis après, la loi gagnera aussi à être affinée pour pouvoir répondre de façon plus sévère, de façon plus stricte à ce fléau. L'une des pistes à envisager est également la proposition de prix sociaux, de prix en phase avec la réalité économique des compatriotes pour que ces actes illégaux puissent cesser. L'exploitation non autorisée des programmes audiovisuels met à mal l'industrie cinématographique locale et partant l'économie nationale. La responsabilité de la lutte revient à chacun d'entre nous. Santé animale avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a développé une application pour la détection précoce des maladies animales. Cette application sert à Tapamé d'objet de formation à l'endroit des services vétérinaires de 3 régions du Togo, Savane, Plateau Est et Maritime. Sylvain Abdou. Des chefs de poste des différents services vétérinaires en charge de la santé animale au contact de la nouvelle application EMAI, Event Mobile Application, développée par la FAO. Cette application est utilisée pour la collecte des données en vue de fournir en temps réel des informations sur la santé animale. Ici, les acteurs vont donc découvrir l'application et renforcer tout de même leur capacité sur l'utilisation de cet outil devant leur permettre une détection précoce des maladies visant une meilleure surveillance de la santé animale au Togo. Cette formation vise les agents de 3 régions pilotes, notamment la région des Savanes, la région de Plateau Est, la région maritime, à s'approprier l'outil en vue de pouvoir rapporter les événements sanitaires du terrain au niveau central. Et cet outil offre également l'avantage aux services vétérinaires, aux agents de terrain, de rapporter ces informations sanitaires en temps réel pour effectivement permettre une détection également précoce de ces maladies et la prise de décisions également de façon rapide de la part des autorités vétérinaires. À travers cette formation, chaque agent sera doté d'un smartphone sur lequel sera installée l'application en vue d'un meilleur rapportage des maladies dans sa localité. Une démarche vivement appréciée. Cet outil-là est très important pour nous parce que ça permettra de mettre à la disposition de la population des informations en temps réel. Et nous profitons de cette occasion au nom du ministre de l'Agriculture de remercier notre partenaire technique, la FAO, les partenaires financiers, pour cet outil qu'ils mettent à notre disposition. L'application EMAI est la bienvenue. L'ambition, c'est de renforcer les capacités de surveillance et d'alerte précoce sur le terrain en vue de garantir davantage la sécurité et la santé des animaux. La suite de ce journal avec la rencontre nationale de consultation pour l'élaboration du plan national stratégique de la météorologie du Togo, ouverte ce mercredi à Lomé. L'Agence nationale de la météo Togo tient à améliorer continuellement ses services pour plus de résultats de qualité. Les acteurs vont ensemble s'accorder sur ce qui peut contribuer à l'élaboration de cet outil. Christine Petekiabde. Les effets du changement climatique s'accentuent. Les populations font de plus en plus face aux phénomènes météorologiques extrêmes. Dans ce contexte, l'Agence nationale de la météorologie veut poursuivre l'amélioration de ses services. Elle lance l'élaboration de son plan national quinquennal, un outil stratégique pour des interventions plus efficaces. Nous allons essayer de voir ce qui a été fait les 3 à 5 dernières années. Quels sont les changements qui sont intervenus à travers toutes les actions qui ont été mises en œuvre? Quels sont les goulots d'étranglement qui entravent le bon fonctionnement de la NAMET? Quels sont les principaux enjeux et défis? Quelles sont les opportunités que la NAMET devait s'organiser pour profiter? Quelles sont les menaces auxquelles la NAMET devait pouvoir faire face?
Ensuite, nous allons nous projeter vers l'avenir en termes de vision de cette structure, en termes d'orientation, mais aussi en termes de programmes, projets, activités à réaliser. L'Agence nationale de la météorologie dispose déjà de 2 documents, toujours dans le contexte de sa modernisation. Le cadre national pour les services climatologiques et le plan stratégique de communication. L'agence tient au plan national stratégique de la météorologie qui va renforcer sa compétitivité. Le type de l'ANAMET que nous voudrions instaurer, c'est le service météorologique qui va pouvoir atteindre le plus grand nombre d'utilisateurs. Donc, et développer les applications mobiles qui vont nous permettre, à des langues nationales, pouvoir atteindre les populations les plus vulnérables, permettre à ce que toute cette population-là soit beaucoup plus résiliente aux effets météorologiques extrêmes. L'Organisation mondiale de la météorologie et la Banque mondiale soutiennent le Togo dans l'élaboration de cet outil d'orientation. À la une de l'actualité internationale, la tentative de coup d'État au Niger, un coup de force condamné par l'Union africaine et la CEDEAO, et appelle les auteurs de cet acte à libérer le président Mohamed Bazoum. Au Niger, les membres de la garde présidentielle retiennent toujours le président Mohamed Bazoum après l'échec des négociations. Aucune information n'a encore filtré sur leurs exigences. L'armée aurait lancé un ultimatum aux mutins. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a appelé les auteurs de la tentative de coup d'État à libérer immédiatement et sans condition le président de la République démocratiquement élu. L'Union africaine a condamné de son côté des militaires agissant en totale trahison de leurs devoirs républicains, alors que l'Union européenne s'oppose à toute tentative visant à déstabiliser la démocratie et menacer la stabilité du Niger. Dès les premières heures de la matinée, l'accès à la présidence nigérienne avait été bloqué en raison du mouvement des membres de la garde présidentielle. Difficile pour l'heure de savoir qui tient le gouvernail du pays. Et la médiation de la CEDEAO est toujours en cours. Le Conseil de sécurité débat des moyens pour renforcer la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ce mardi, l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest a appelé à un soutien concret et à long terme. Alors que le Sahel est en proie à la crise, mardi, le responsable du bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest a appelé à un soutien concret, réaliste et à long terme de la part de la région et au-delà pour parvenir à une paix durable. Les 6,3 millions de personnes déplacées à travers le Sahel constituent une autre conséquence humanitaire gravement préoccupante. Un nombre croissant de ces populations contraintes au mouvement trouvent refuge dans les pays côtiers, y compris la Côte d'Ivoire et le Ghana. Je lance un appel à toutes les parties prenantes pour la mise en commun de nos efforts en vue de préserver la dignité des personnes réfugiées et la sécurité des pays d'accueil ou de transit. Environ 30 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire dans la région. Les coups d'État dans la zone inquiètent aussi. La région est préoccupée par la résurgence des militaires dans l'espace politique. Le fait que 3 des 15 pays de la région soient sous régime militaire est révélateur de l'inversion des acquis démocratiques. Pour la CEDEAO, cette situation est inacceptable et tous les pays doivent revenir à l'ordre constitutionnel dans les délais impartis. Votre soutien à la transition vers l'ordre constitutionnel dans les 3 pays n'est pas seulement crucial, il est aussi dans notre intérêt collectif. L'Afrique de l'Ouest peine à conjurer ce mauvais sort, alors que mercredi, le président nigérian faisait face à un mouvement d'humeur de sa garde. Revenons au Togo. Des individus dans les mailles de la police nationale de Palimé. Ces individus se donnent la mission de couper les câbles de connexion Internet de la société Togocom et les compteurs de la TDE. Leur dernière opération sera au quartier Peglonou à Palimé, où ils seront arrêtés par les agents de la police. Le récit est fait avec le commissaire de police Doji Komla via des mots de la ville de Palimé. Le commissariat de police de la ville de Palimé a interpellé 4 individus en flagrant délit de vol
de câbles de connexion de la société Togocom. En effet, suite à de nombreuses plaintes enregistrées concernant les vols réguliers des câbles de connexion et compteurs des sociétés Togocom et de la TDE, le commissariat de police de la ville de Palimé a été alerté dans la journée du 21 juillet 2023 aux environs de 13 h de la présence d'une équipe de 4 individus dans le secteur du quartier Pégolonou à Palimé, sur la route de la justice en train de faire des fouilles. Sans désemparer, avons rapidement effectué une descente sur le terrain, ce qui a permis de constater et d'interpeller les nommés Atolo Acheketao, âgé de 33 ans, plombier résident à Tové, le cerveau du groupe. Togamba Baïdi Wema, âgé de 28 ans, plombier résident à Adetikope, de passage à Palimé. Eto Yaouvi, âgé de 34 ans, plombier résident à Lomé, à Didogomé, de passage à Palimé. Badipo Bonfo, âgé de 34 ans, plombier résident à Lomé, à Balepédo, de passage à Palimé. Tous de nationalité togolaise, ces individus se camouflent dans la tenue des ouvriers, gilets et casques de protection et sont équipés de matériel de travail que voici pour creuser les trous dans l'intention de couper et voler les câbles. Il est à rappeler ici que ces individus que voici étaient auparavant des manœuvres que l'entreprise E+, et autres spécialisés dans la pose des câbles de connexion et des tuyaux de la TDE avaient employés suite aux travaux de réhabilitation des routes dans toute la ville de Palimé. Leur mode opératoire est que ces individus reviennent en pleine journée, vertus comme des manœuvres encore en activité sur les lieux qu'ils maîtrisent déjà, pour creuser et couper les câbles. Ces câbles ensuite sont brûlés pour obtenir du cuivre qu'ils vendent au sieur Djiwa Chakpala, revendeur d'objets recyclés à Palimé, résident quartier Bogandji. Cet acte, qualifié de vol aggravé, constitue une infraction prévue et punie par le Code pénal togolais en son article 416. Ils seront donc présentés au parquet pour répondre de leurs actes. C'est le lieu de remercier toute la population pour sa franche collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité. La police nationale saisit cette opportunité pour lancer un appel à la population à plus de vigilance et signaler ces genres d'actes au sein de nos communautés. Elle invite à dénoncer tout acte suspect pour la lutte contre la criminalité dans le pays. Direction Ntivou dans la commune Ogou 4 pour la distribution de prix pour la réussite de l'excellence en milieu scolaire. L'événement est à sa 3e édition. Les meilleurs élèves ont été récompensés pour leur performance en fin d'année scolaire. Sylvain Abdou. C'est un élan vers la promotion de la culture de l'excellence en milieu scolaire, ici à Ntivou, dans la commune Ogou 4. Il s'agit de ces récompenses dénommées Prix Afan d'Anwende. Le projet est initié pour encourager l'excellence à l'école dans le milieu en vue de bâtir une génération beaucoup plus épanouie. Pour cette 3e édition, 2 catégories de prix ont été données. Le prix d'encouragement et le prix d'excellence. Le prix d'encouragement concerne les 3 premiers des classes de CM1, 4e, seconde et première, et le prix d'excellence aux premiers des classes de CM1, 4e, seconde et première. Je me sens fier, heureux, content d'avoir reçu le prix. Je vais remercier monsieur l'initiateur pour qu'il puisse continuer à ce que les autres aient la chance de gagner ce prix. C'est une initiative très excellente pour promouvoir l'éducation des jeunes d'Ntivou. Ça fait la 3e édition. J'ai constaté qu'il y a vraiment à mon niveau, c'est-à-dire au niveau de l'établissement, une émulation des élèves. Ces prix consistent à rendre également hommage à Mathieu Danwende Afan, qui de son vivant aimait les œuvres de générosité, mais aussi inciter les élèves à plus d'ardeur à l'école. À l'instar de son attachement au travail bien fait, on se dit que c'est la meilleure façon de promouvoir la jeunesse pour son travail bien fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, comme demain, on va continuer. À partir de l'année prochaine, on va l'étendre à toutes les écoles, tous les collèges et tous les lycées de la commune. Et l'année prochaine, nous allons faire un prix agricole pour délibérément et définitivement booster cette activité
La 3e édition de ce prix revêt aussi une particularité, la remise de trophées à la meilleure équipe du tournoi initié dans le même contexte. La nouveauté cette année, c'est qu'on a initié un tournoi de football. Ça a été l'élément nouveau. Le football, c'est une école, c'est mettre les jeunes ensemble sur des valeurs. À travers ces prix, la meilleure équipe est repartie avec le trophée, des jets de maillot et une enveloppe. La 2e place et la 3e place, des jets de maillot, des ballons et une enveloppe. Et les autres équipes, des ballons et des enveloppes. Une manière de consolider les acquis pour une meilleure fraternité entre les jeunes. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, l'actualité revient à 22h30 avec Yata Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. Rogné Kaba, en français, vite mon local.